Nous avons vendu notre maison, a dit papa. Nous prenons notre retraite ici. Habitu Théoï. Maman a ri. Tu ne es qu'un enfant. J'ai souri. D'accord. J'ai mis la maison en vente le soir même. Les nouveaux propriétaires sont arrivés à 8 heures du matin. La maison du lac n'était pas juste un bâtiment fait de bois et de verre. C'était le seul endroit sur cette terre où mes épaules s'abaissaient naturellement de 5 centimètres. C'était un grand chalet en A, niché dans les denses forêts de sapins des Vosges, surplombant un lac qui ressemblait à une feuille d'argent martelée sous la lumière du petit matin. L'air ici sentait la terre humide, les aiguilles de pin, et ce genre de silence qu'on ne peut acheter en ville. Cette maison appartenait à Maminette Rose. C'était la femme qui m'avait appris que l'amour n'était pas censé s'accompagner de frais de transaction. Quand elle est décédée il y a 2 ans, elle me l'a laissé, à moi spécifiquement, pas à mes parents, dans une fiducie si bétonnée que même les meilleurs avocats de la région n'ont pu la briser. C'était mon sanctuaire, mon évasion, ma maison. Je suis Chloé, 29 ans, graphiste indépendante qui gagne enfin assez d'argent pour ne pas avoir à vérifier mon compte en banque avant d'acheter du bon café en grains. Et ce dimanche matin a commencé comme tous les autres dimanches. J'étais assise sur la terrasse enveloppante, emmitouflée dans une couverture en tricot, regardant la vapeur s'élever de ma tasse. Il était 6h30 du matin. Les oiseaux commençaient à peine à se réveiller. Le monde semblait gérable. Puis le sol trembla. Au début, j'ai cru que c'était le tonnerre, mais le ciel était d'un bleu perçant et sans nuages. Le grondement s'est intensifié, un grognement mécanique qui jurait avec la sérénité des bois. Je me suis levé, agrippant la balustrade, mon cœur faisant une petite cabriole nerveuse. Un énorme camion de déménagement jaune, du genre qui occupe 2 voies sur l'autoroute, reculait agressivement dans mon allée de gravier. Il a écrasé les hortensias que j'avais passé 3 week-ends à planter. J'ai entendu le craquement écœurant des branches avant même de voir le pare-choc heurter l'arbuste. Et, ai-je crié, posant ma tasse sur la balustrade et dévalant les escaliers en bois. Et, arrêtez. Le camion s'est arrêté dans un sifflement, les freins à air soupirant bruyamment. La portière du conducteur ne s'est pas ouverte. À la place, une berline noire élégante s'est garée juste derrière, klaxonnant 2 fois. Un klaxon joyeux et arrogant. Je connaissais ce klaxon. C'était le son de mon anxiété d'enfance se manifestant sous forme physique. La portière du conducteur de la berline s'est ouverte et mon père, Gérard, en est sorti. Il portait sa tenue de patriarche du week-end, un polo impeccable rentré dans un short en toile, des mocassins aux pieds, et des lunettes de soleil qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Il a regardé les hortensias écrasées, puis moi, et n'a même pas sourcillé. Il a simplement frappé dans ses mains. Timing parfait, Chloé, a-t-il lancé, sa voix résonnant contre les arbres. Dis à ces déménageurs de faire attention avec le piano à queue. Je ne veux pas la moindre égratignure dessus. Ma mère, Nadine, est sortie du côté passager. Elle tenait un grand café crème et examinait la propriété avec un strabisme critique, comme si elle inspectait une chambre d'hôtel dont elle n'était pas tout à fait satisfaite. Gérard, la peinture de ce bardage a l'air un peu terne, dit-elle, ignorant complètement mon existence. On devrait opter pour un gris ardoise. Ce marron est tellement déprimant. Je suis resté là, pieds nus sur le gravier, sentant les pierres aiguisées s'enfoncer dans ma peau. Maman. Papa, qu'est-ce qui se passe? Mon père est passé devant moi, me tapotant lourdement l'épaule. De la manière dont on tapote un chien qu'on n'aime pas particulièrement mais qu'on tolère. Ne reste pas planté là, ma grande. Aide les gars avec les cartons. On a une longue journée devant nous. Les aider avec quel carton, ai-je demandé, ma voix montant d'une octave. Pourquoi y a-t-il un camion de déménagement dans mon allée? Ma mère m'a enfin regardé. Elle a baissé ses lunettes de soleil, ses yeux me scrutant de mon chignon décoiffé à mes pieds nus. Oh, Chloé, ne sois pas si dramatique. Nous ne voulions pas t'inquiéter avec les détails avant que tout soit finalisé. On emménage. Emménager, ai-je répété. Les mots semblaient des objets étrangers dans ma bouche. Pour combien de temps? 1 semaine? Papa a ri. Un rire profond et gras qui n'atteignait pas ses yeux. 1 semaine? Chloé, regarde la taille de ce camion. Nous avons vendu la maison de maître. La vente a été conclue hier. Paiement comptant. Très lucratif.
Il a écarté grand les bras, englobant ma maison, mon lac, mon sanctuaire. Nous sommes à la retraite maintenant, et où mieux passer nos années dorées qu'ici même? La famille réunie à nouveau. Il n'a pas demandé. Il n'a pas proposé. Il l'a juste annoncé comme s'il annonçait la météo. L'invasion avait commencé, et je n'avais même pas eu le temps de mettre des chaussures. Vous avez vendu votre maison? Je les ai dévisagées, le gravier mordant plus fort dans mes pieds. Sans me le dire? Et vous avez juste supposé que vous pouviez emménager ici? Supposé? Papa a ricané, faisant signe aux déménageurs d'abaisser la rampe. Le bruit métallique a brisé le dernier vestige de paix matinale. Ce n'est pas une supposition, Chloé. C'est une décision de famille. Nous sommes tes parents. Cette maison est immense. Tu es une seule personne vivant dans un chalet de 4 chambres. C'est du gaspillage. Ce n'est pas du gaspillage. C'est à moi, ai-je dit, essayant de retenir le tremblement dans ma voix. Maminette me l'a laissé. Et qui a donné cette terre à Maminette en premier lieu, a interjeté maman, enjambant délicatement une flaque d'eau. L'argent de la famille. Tout revient à la source. D'ailleurs, nous avons besoin d'être plus près de la nature. La tension de ton père est montée en flèche. Tu ne voudrais pas être la raison pour laquelle il a une attaque, n'est-ce pas? La voilà. La carte de la culpabilité, jouée dans les 5 premières minutes. C'était la signature de Nadine, une frappe de précision. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas venir en visite, ai-je dit, essayant d'établir une limite, aussi fragile soit-elle. Mais vivre ici indéfiniment. Je travaille d'ici. J'ai besoin de calme. J'ai une routine. On ne te dérangera pas, a dit papa, agitant la main d'un air dédaigneux tout en ordonnant simultanément à un déménageur de pousser mes meubles de terrasse pour faire de la place à son barbecue surdimensionné. On se fera discret. Tu ne sauras même pas qu'on est là. Maintenant, où veux-tu le vaisselier? Je pensais à la salle à manger, mais il faudra déplacer cette table bon marché à toi. Cette table bon marché est en noyer massif, et je l'ai fabriquée moi-même, ai-je lâché. Ils ne m'ont pas entendu. Ou plutôt, ils ont choisi de ne pas m'entendre. Ils montaient déjà les escaliers, s'appropriant l'espace. Je les ai suivis, la panique montant dans ma poitrine comme de la bile. À midi, mon sanctuaire était méconnaissable. Mon salon minimaliste, que j'avais organisé avec des tons calmes et neutres et des meubles bas, était maintenant bourré de leurs canapés fleuris, de leurs lourds buffets en chêne et de cartons de babiole. Mais le vrai coup est venu quand je suis monté à l'étage. Je me suis dirigé vers la suite parentale, ma chambre, la chambre avec le balcon donnant sur l'eau, la chambre où je me réveillais chaque matin en me sentant en sécurité. La porte était ouverte. Ma couette, celle en lin biologique pour laquelle j'avais économisé, était retirée du lit et jetée en tas dans le couloir. Mes vêtements étaient sortis de l'armoire et empilés dessus. Qu'est-ce que vous faites, ai-je haleté, me précipitant dans la pièce. Maman était dans le dressing, suspendant ses chemisiers à paillettes. Papa testait le matelas, rebondissant dessus. Un peu ferme, grognatait-il. On devra peut-être apporter notre surmatelas. Sortez, ai-je murmuré, puis plus fort. Sortez de ma chambre. Papa a arrêté de rebondir. Il m'a regardé, son visage se durcissant. Chloé, sois raisonnable. C'est la chambre principale. Ta mère et moi sommes les maîtres de cette famille. Nous avons besoin de l'espace. Tu es jeune. Tu peux prendre la chambre d'amis au bout du couloir. Celle près du bureau. C'est plus logique. Ce qui est logique, c'est que je dorme dans ma propre chambre dans ma propre maison, ai-je crié. Maman a soupiré. Un long son tragique. Gérard. Elle fait une de ces crises. Je t'avais dit qu'elle n'était pas assez stable pour vivre seule ici. Elle s'est tournée vers moi, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Chérie, nous faisons ça pour toi. Tu as clairement besoin d'aide pour gérer cet endroit. Regarde la poussière sur ces plaintes. Et on te fait économiser de l'argent. Pense aux courses qu'on va acheter. Je n'ai pas besoin de vos courses. J'ai besoin que vous partiez. Papa s'est approché de moi. C'était un homme imposant et il utilisait sa taille pour intimider. Il m'a dominé, bloquant la lumière de la fenêtre. Écoute-moi bien, dit-il,
sa voix baissant à ce registre bas et dangereux que je me rappelais de mon enfance. Nous avons tout vendu. La maison de maître est partie. L'argent est bloqué dans des investissements. Nous n'avons nulle part où aller. Vas-tu vraiment mettre tes parents vieillissants à la rue? C'est ça, la personne que tu es? C'est comme ça que Rose t'a élevé? Je me suis figé. Ils avaient brûlé les ponts derrière eux. Ils avaient vendu leur maison, probablement pour payer des dettes dont ils ne me parlaient pas, à en juger par les lettres à l'air urgent que je voyais dépasser d'un carton marqué et privé, et m'avaient piégé. D'accord, ai-je dit, ma voix creuse. Vous pouvez rester quelques semaines, le temps de trouver une location. Mais vous ne prenez pas ma chambre. Papa a gloussé, me tapotant la joue. On en discutera plus tard. Pourquoi tu n'irais pas nous faire du thé glacé? Les déménageurs ont soif. Il m'a tourné le dos et a commencé à déballer ses clubs de golf. Je suis resté là un instant, regardant mon lit dépouillé, réalisant que discuter plus tard signifiait jamais. J'ai attrapé ma pile de vêtements dans le couloir et je les ai traînés jusqu'à la petite chambre d'amis donnant sur l'allée. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop choqué pour pleurer. Les premières 48 heures furent un brouhaha de bruit. La télé hurlait les informations de CNews au volume 50 de l'aube au crépuscule. Ma cuisine, autrefois organisée avec une précision militaire, était maintenant une zone sinistrée de miettes, de taches collantes et de canettes de soda à moitié vides. Mais j'ai essayé de faire profil bas. 2 semaines, me suis-je dit. Ils en auront marre de l'isolement. Ce sont des citadins. Ils détestent les insectes. Ils partiront. Je me suis retiré dans mon bureau à domicile. C'était une petite pièce au rez-de-chaussée, mais c'était le cœur de mon gagne-pain. J'avais 3 moniteurs installés, une tablette graphique spécialisée et des serveurs contenant des téraoctets de données clients. C'était la seule pièce qu'ils n'avaient pas encore envahie. Le mardi après-midi, je suis sorti faire des courses. J'ai acheté exactement assez de saumon pour 3, pensant que j'essaierais d'être la plus intelligente. Je cuisinerais un bon dîner, les ferais asseoir et leur montrerais des annonces de location en ville. Je vivais encore dans l'illusion qu'ils étaient des adultes rationnels. Quand je suis revenu dans l'allée, j'ai vu la pile. Juste là, à côté des poubelles, se trouvaient mes carnets de croquis. Ceux de l'université, ceux avec les concepts initiaux pour mon plus gros client. Ils étaient jetés en tas, voltigeant au vent. À côté d'eux, ma chaise de bureau ergonomique gisait sur le côté dans la boue. J'ai garé la voiture en catastrophe et je suis entré en courant. La porte de mon bureau était grande ouverte. Maman était à l'intérieur. Elle avait poussé mon lourd bureau debout sur mesure, dans le coin. Au centre de la pièce, elle avait installé une table de jeu pliante couverte d'un puzzle à moitié terminé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je hurlé. C'était le genre de cri qui m'arrachait la gorge. Maman a levé les yeux, tenant une pièce de puzzle. « Oh, enfin tu es de retour. Cette pièce a la meilleure lumière naturelle, Chloé. Ton père et moi avions besoin d'une salle de loisirs. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on reste assis devant la télé toute la journée. Où est mon équipement ?» J'ai frénétiquement balayé la pièce du regard. Mes moniteurs étaient empilés précairement sur le sol. Ma tour de serveur servait de sous-verre pour son Coca Light. C'était si encombré, reniflait-elle. Tous ses fils. On a fait le ménage. Tu peux travailler sur ton ordinateur portable à la table de la cuisine, n'est-ce pas? C'est ce que les gens font dans les cafés. Je suis graphiste professionnel, ai-je crié, attrapant la canette de soda sur mon serveur. C'est mon travail. C'est ça qui paie les factures. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte, mangeant un paquet de chips. Baisse la voix, a-t-il ordonné. Tu énerves ta mère. Elle a démantelé mon bureau. Elle a jeté mon portfolio à la poubelle. Ça ressemblait à des déchets, a dit papa en haussant les épaules. Juste des gribouillages. Écoute, Chloé, tu dois apprendre à partager. Tu as vécu seule trop longtemps. Tu es devenue égoïste. Égoïste? Je tremblais maintenant. Je vous laisse vivre ici gratuitement. J'achète la nourriture et vous détruisez mon espace de travail. Nous sommes tes parents, papa est entré dans la pièce, son visage devenant rouge. Nous t'avons donné la vie. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Si nous voulons utiliser une pièce dans cette maison, nous l'utiliserons.
pas cette pièce, ai-je dit, me plaçant entre lui et mon ordinateur. Sortez. Maintenant. Papa Harry. C'était un son cruel et laid. Il s'est penché près de moi, son haleine sentant la sauce à l'oignon. Arrête d'essayer de nous éduquer, Chloé. Nous te possédons. Nous t'avons faite. C'est notre maison parce que tu es notre propriété. Tu ne donnes pas d'ordre ici. Le monde s'est arrêté. Nous te possédons. Ce n'était pas juste une façon de parler pour lui. Il le pensait. Il croyait sincèrement que parce qu'il m'avait mis au monde, j'étais une extension de leur volonté, un actif à liquider ou à utiliser comme bon leur semblait. Il n'y avait aucune négociation possible. Il n'y avait pas de location à trouver. C'étaient des parasites, et ils s'étaient profondément enfouis. J'ai regardé ma mère, qui emboîtait calmement une pièce bleue dans le ciel de son puzzle, complètement imperturbable par la déclaration de propriété de son mari. D'accord, ai-je dit. Ma voix était soudainement très calme. Les tremblements ont cessé. Une clarté froide et dure s'est installée sur moi comme une couche de glace sur le lac en janvier. D'accord, je comprends. Bien, a grogné papa, attrapant une autre poignée de chips. Maintenant, va préparer le dîner. Je meurs de faim. Je suis sorti de la pièce. Je ne suis pas allé à la cuisine. Je suis allé au garage. J'ai pris ma boîte à outils et le solide verrou de sécurité que j'avais acheté des mois auparavant pour la porte arrière, mais que je n'avais jamais installé. Je suis retourné au bureau. Sortez, ai-je dit calmement. Je dois travailler. On fait un puzzle, c'est plainte maman. Sortez. Je n'ai pas crié. Je les ai juste regardés avec des yeux morts. Quelque chose dans mon expression a dû les déstabiliser car ils ont soufflé, ont pris leur boîte de puzzle et sont partis, marmonnant à quel point j'étais lunatique. Dès qu'ils sont sortis, j'ai fermé la porte. J'ai percé dans le cadre en chêne massif. J'ai installé le verrou de sécurité. Puis j'ai installé un deuxième loquet près du sol. J'ai remis mon bureau en place. J'ai vérifié mes serveurs. Miraculeusement, ils fonctionnaient encore. Je me suis assise sur ma chaise, entourée par le bourdonnement de mes machines. Je n'ai pas cuisiné le saumon. Je ne suis pas sorti pour le dîner. Je suis resté assise là, à fixer la porte. Et dans mon esprit, j'ai tracé une épaisse ligne de craie blanche. Ça y est, ai-je pensé. Vous voulez me posséder? Voyons ce que je vaux quand j'arrête de fonctionner. Le lendemain matin, la guerre a commencé. Mais ce n'était pas une guerre bruyante avec des canons et de la cavalerie. C'était une guerre froide, un siège. Je me suis réveillé à 5 heures, des heures avant qu'il ne bouge. Je me suis déplacé efficacement comme un soldat derrière les lignes ennemies. J'ai pris le mini-frigo de la cave, celui que j'utilisais pour garder de la bière pour les fêtes, et je l'ai transporté dans mon bureau. J'y ai aussi mis le micro-ondes. J'ai pillé le garde-manger, ne prenant que les articles que j'avais payés, ma poudre de protéines spécialisée, le café cher, le quinoa, les amandes. Je leur ai laissé le pain de mie industriel, le fromage fondu en tube et les céréales sucrées qu'ils m'avaient demandé d'acheter. J'ai installé un poste dans le coin de mon bureau, une cafetière, un grille-pain, une carafe d'eau. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail de mon Wi-Fi. Voyons voir, me suis-je murmuré. Gestion des appareils. J'ai vu leurs appareils connectés, l'iPad de papa, l'iPhone de maman, la télé du salon. Je ne les ai pas bloqués. Ce serait trop amateur. Au lieu de cela, j'ai bridé leur bande passante. J'ai réglé leurs adresses MAC spécifiques sur une vitesse de téléchargement de 50 kilobits par seconde, des vitesses de connexion bas débit. Juste assez pour charger un email lourd en texte, mais absolument inutile pour streamer Netflix, CNews, ou le défilement sans fin des vidéos Facebook de maman. Ensuite, j'ai créé un réseau caché pour moi-même, priorisant mon trafic à 100%. Ensuite, les finances. Je me suis connecté au portail de la compagnie d'électricité. J'ai retiré ma carte de crédit du paiement automatique. J'ai fait de même pour le gaz, la collecte des ordures et l'eau. J'ai basculé toutes les notifications en mode dématérialisé et je les ai dirigées vers une ancienne adresse email que mon père utilisait pour ses entreprises. Une adresse email que je savais qu'il vérifiait peut-être une fois par mois. À 8 heures,
J'étais enfermé dans mon bureau avec une cafetière fraîche et mon casque à réduction de bruit. À 9h30, les coups ont commencé. Boum. 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 Chloé. La télé est cassée, a crié papa à travers la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai augmenté le volume de ma playlist de concentration. Son de pluie ambiante. Chloé, ouvre cette porte. Je ne peux pas vérifier la bourse. Internet est en panne. J'ai tapé un message Slack à mon client. Le projet est dans les temps. J'enverrai les ébauches d'ici midi. La poignée de la porte a été secouée violemment. Il essayait d'entrer de force. Le verrou a tenu bon. C'était un son magnifique, le cliquetis et le remuement d'une porte verrouillée contre la rage d'un homme arrogant. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa. Internet en panne. Répare. Puis un autre. Petit déjeuner? J'ai répondu, je travaille. J'ai une échéance. Appelle le FAI si tu as des problèmes. Il y a des céréales dans le placard. J'ai regardé les 3 points de sa bulle de frappe apparaître et disparaître pendant 5 minutes. Finalement, il a abandonné. Je suis resté dans cette pièce pendant 10 heures. Je suis allé aux toilettes dans la salle de bain attenante à la chambre d'amis, que j'avais également verrouillée de l'intérieur, créant ainsi une suite scellée pour moi-même. J'ai mangé des amandes et une pomme pour le déjeuner. Quand je suis finalement sorti à 18h pour prendre de l'eau fraîche, la maison était étrangement silencieuse, mais la tension était assez épaisse pour s'étouffer. Papa était assis sur le canapé, fixant un écran de télévision vide, l'air d'un nuage d'orage. Maman était dans la cuisine, beurrant agressivement une tranche de pain. Tu nous affames, a dit maman sans se retourner. Il y a plein de nourriture, ai-je dit en remplissant ma carafe. Pas de la nourriture, a-t-elle claqué. Il n'y a pas de rôti, pas de pommes de terre, et Internet est en panne. Ton père a raté son émission. Je ne suis pas le support technique, maman. Et je ne suis pas un chef cuisinier. Nous sommes des invités, a rugi papa depuis le salon. On traite les invités avec respect. Vous n'êtes pas des invités, ai-je dit en refermant ma carafe. Vous l'avez dit vous-même. Vous me possédez. Vous possédez la maison. Les propriétaires savent sûrement comment payer une facture d'électricité ou préparer un repas. Ne fais pas l'intelligente avec moi, a prévenu papa en se levant. Répare Internet. Maintenant. Je ne peux pas. Je dois travailler. Tu ne fais que jouer sur cet ordinateur. Crois ce que tu veux. Je suis retourné à mon bureau. Si tu passes cette porte, Chloé, a menacé papa. Ne t'attends plus à ce qu'on soit gentil. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai arrêté d'attendre ça il y a longtemps, papa. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. Clic. Cette nuit-là, je les ai entendus se disputer. Papa criait à quel point j'étais ingrate. Maman pleurait sur la dureté de sa vie. Ils ont commandé une pizza. J'ai senti l'odeur du pepperoni s'infiltrer sous la porte. Ils ne m'ont pas offert de part. Ils ont laissé la boîte sur la table basse. L'acte 2 avait commencé. Et ils n'avaient aucune idée que j'étais déjà en train de réécrire la fin. Au 7e jour, la maison a commencé à sentir. Ce n'était pas une puanteur soudaine, mais une pourriture lente et insidieuse. Ça a commencé avec les ordures. Papa refusait de descendre les poubelles le long de la longue allée jusqu'à la route parce que sa sciatique le faisait souffrir, et maman prétendait que sa manucure était trop fraîche pour toucher des sacs en plastique, alors ils ont simplement empilé les sacs noirs sur la terrasse arrière. En juillet, la chaleur cuisait les déchets jusqu'à ce que l'odeur de peau de melon en décomposition et de vieille viande s'infiltre par les fissures des fenêtres. À l'intérieur, ce n'était guère mieux. L'évier était une formation géologique de vaisselle sale. Des couches de flocons d'avoine encroûtés, de lasagne durcie et de marques de café s'empilaient précairement. Je passais devant la cuisine pour prendre de l'eau, en retenant ma respiration. Chloé a appelé maman depuis le salon. Elle se vernissait les ongles de pied sur ma table basse. Sans serviette en dessous. On n'a plus d'essuie-tout. Alors achètant, ai-je dit sans ralentir. Avec quelle voiture, a-t-elle soufflé. Ton père a pris la berline pour aller au club. Tu dois aller au magasin. Je travaille, maman.
Tu travailles toujours, s'est-elle plainte. Mon Dieu, tu es ennuyeuse. Pas étonnant que tu sois célibataire. J'ai serré les dents et je suis retourné dans mon sanctuaire de bureau. Le contraste était saisissant. Ma chambre était fraîche, sentant le poli au citron et l'ozone. Le reste de la maison sentait la bière blonde bon marché de papa et le parfum floral écœurant de maman, une odeur qui tentait de masquer l'odeur sous-jacente de négligence. Ce soir-là, le courant a vacillé. Puis, avec un claque définitif, tout est devenu noir. Mon onduleur, l'alimentation sans interruption, a bipé frénétiquement, maintenant mes serveurs en vie. J'ai immédiatement sauvegardé mon travail. De l'autre côté de ma porte, le chaos a éclaté. C'est quoi ce bordel, a rugi papa. Je regardais le match. Chloé, a crié maman. Tu as fait sauter un plomb avec ces ordinateurs? Ma porte a été secouée. Je l'ai entr'ouverte. Le couloir était d'un noir d'encre. Papa était là, la lampe de poche de son téléphone m'aveuglant. Répare ça, a-t-il exigé. Va au tableau électrique. Ce n'est pas le disjoncteur, papa, ai-je dit, calme comme un lac gelé. C'est la facture. Quoi? La facture d'électricité. J'ai retiré ma carte du compte la semaine dernière. Je supposais que les propriétaires de la maison s'occuperaient des services publics. Papa a balbutié. Tu as laissé couper l'électricité à tes propres parents. Tu es folle? Tu sais combien de nourriture il y a dans le frigo. Je sais combien de Emma nourriture il y a dans MON frigo, ai-je dit. Et mon frigo fonctionne sur une batterie de secours. Le vôtre, en revanche, est probablement en train de se réchauffer. Il s'est jeté en avant, agrippant le cadre de la porte. Paix là. Maintenant. Non. Paix là, Chloé. Ou que Dieu me vienne en aide, je prendrai un marteau pour cette tour de serveur à toi. Je l'ai regardé à la lumière crue de la lampe de poche. Il avait l'air dérangé. La sueur perlait sur sa lèvre supérieure. Ce n'était pas du bluff. C'était un homme qui sentait son contrôle lui échapper et il casserait des choses pour le récupérer. D'accord, ai-je dit. Je vais la payer. Mais j'enregistre cette transaction comme un prêt. Tu me dois 340 €. Ouais, mets-le sur mon ardoise, a-t-il ricané en reculant. Remets juste le courant. Il fait une chaleur d'enfer ici. J'ai fermé la porte. J'ai utilisé mon point d'accès mobile pour me connecter au site de la compagnie d'électricité. J'ai payé la facture plus les frais de rétablissement. J'ai fait une capture d'écran du reçu et je l'ai sauvegardé dans un dossier nommé épreuve. Puis, je suis resté assise dans le noir un moment, les écoutant célébrer dans le salon lorsque le bourdonnement de la climatisation est revenu. Tu vois, c'est vanté papa. Il suffit d'être ferme avec elle. Elle est faible. Elle cède. Je ne cédais pas. Je calculais. Chaque euro qu'il me forçait à dépenser était une raison de plus pour ne pas me sentir coupable de ce qui allait suivre. Le point de rupture n'est pas venu d'une facture. Il est venu d'une tronçonneuse. C'était mercredi matin. J'étais en appel Zoom avec un client, portant une veste de costume sur mon bas de pyjama, quand un rugissement mécanique a brisé l'air. C'était plus fort que le camion de déménagement. C'était proche. Je suis vraiment désolé, ai-je dit au client. Donnez-moi une seconde. J'ai coupé le micro et j'ai couru à la fenêtre. Papa se tenait dans le jardin en montrant du doigt. Un homme en salopette sale faisait vrombir une tronçonneuse à la base du vieux chêne. Mon cœur s'est arrêté. Cet arbre avait 300 ans. Maminette Rose me lisait des histoires sous cet arbre. Nous avions enterré son chat préféré sous cet arbre. C'était l'encre de toute la propriété. Non, ai-je crié, sortant en trombe par la porte arrière. Arrêtez. Arrêtez. L'homme à la tronçonneuse a fait une pause, laissant le moteur tourner au ralenti. Papa s'est retourné, l'air agacé. Quel est ton problème maintenant? Papa, tu ne peux pas couper cet arbre. C'est l'arbre de Maminette. Il bloque la vue sur le hangar à bateau, a dit papa en faisant un geste avec son cigare. Je veux voir l'eau depuis mon fauteuil. En plus, les feuilles bouchent les gouttières. C'est une nuisance. Ce n'est pas une nuisance. C'est un point de repère. Tu ne peux pas l'abattre.
J'ai déjà payé le gars, a dit papa en se retournant vers l'ouvrier. Allez-y, mon ami. Abattez-le. Papa. Non. Je me suis jeté en avant, mais papa a attrapé mon bras. Sa prise était meurtrière. Rentre à l'intérieur, Chloé, a-t-il sifflé. J'améliore la valeur de la propriété. Un jour, quand tu hériteras de cet endroit de nouveau de nous, si tu as de la chance, tu me remercieras. C'est ma maison. Je pleurais maintenant. Des larmes de rage pure et impuissante. Et je suis ton père, a-t-il crié par-dessus le rugissement de la tronçonneuse. Ne me mets pas dans l'embarras devant les employés. L'ouvrier nous a regardés, mal à l'aise. Monsieur. La dame a l'air vraiment contrariée. On devrait peut-être attendre. Coupez ce satané arbre, a ordonné papa. Ou vous ne serez pas payé. L'homme a haussé les épaules, a fait vrombir le moteur, et les dents ont mordu l'écorce. J'ai regardé la première gerbe de sueur s'envoler. C'était comme s'il coupait dans ma propre peau. Je ne pouvais pas regarder. J'ai fait demi-tour et je suis rentré en courant, claquant la porte si fort que la vitre a tremblé. Je suis allé dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sous mon bureau, me couvrant les oreilles, mais je pouvais encore sentir la vibration de la scie à travers le plancher. Arbre, puis un bruit sourd qui a fait trembler le sol. Silence. Il l'avait tué. Il l'avait vraiment tué. Je suis sorti de sous le bureau. Je me suis essuyé le visage. Je ne me sentais plus triste. Je me sentais froide. Glacée. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait défiler les contacts, dépassant papa et maman, jusqu'à un contact que je n'avais pas appelé depuis 2 ans. Monsieur Bertrand, agent immobilier. Il a répondu à la 2e sonnerie. Chloé, est-ce que tout va bien? Monsieur Bertrand, ai-je dit, ma voix stable et dénuée d'émotion. Je veux vendre la maison. Oh, eh bien, le marché est correct, mais... Je ne veux pas la mettre en vente, les jeux interrompus. Je veux une offre au comptant. Investisseur seulement. Promoteur, je me fiche s'ils veulent en faire un parking. Je veux partir. Clôture de la vente en 7 jours au moins. Il y a eu une pause. Chloé. Cela signifie généralement une perte sur le prix. Et êtes-vous sûr? Votre grand-mère aimait tellement cet endroit. Ma grand-mère n'est plus là, ai-je dit, regardant par la fenêtre la souche du chêne où papa était en train de taper dans la main du bûcheron. Et la maison est compromise. Trouvez-moi juste un acheteur, vente en l'état. Pas d'inspection. D'accord, a dit monsieur Bertrand, sentant la finalité dans mon ton. J'ai en fait un contact dans une société de développement de complexes hôteliers. Il lorgne sur ce rivage depuis des années. Je peux passer un coup de fil. Appelez-les. Dites-leur que s'ils peuvent conclure d'ici lundi, c'est à eux. J'ai raccroché. J'ai regardé le mur où une photo de Maminette et moi sous l'arbre était accrochée avant que maman ne la retire pour mettre un panneau vivre, rire, aimer. Je suis désolé, Maminette, ai-je murmuré. Mais je dois tout réduire en cendres pour me sauver. Samedi est arrivé. Le jour de la pendaison de crémaillère. Papa avait invité tout le monde. Tante Brigitte, oncle Michel, mes cousins de la ville à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Il voulait étaler sa réussite. La maison était chaotique. Maman avait acheté des guirlandes de fête bon marché et les avait maladroitement tendues à travers mes plafonds voûtés. Il y avait des glacières de bière qui goûtaient de la condensation sur mes parquets. J'ai essayé de rester dans ma chambre, mais maman a déverrouillé la porte de l'extérieur. Elle avait trouvé la clé de secours que j'avais cachée dans le tiroir de la cuisine. Erreur d'amateur de ma part. Habille-toi, a-t-elle ordonné. La famille est là. Arrête de faire l'ermite. J'ai enfilé une simple robe noire et je suis sorti. J'avais l'impression d'entrer dans la maison d'un inconnu. Il y avait des gens partout, riant, buvant, traitant ma maison comme une maison de fraternité. Chloé, a crié tante Brigitte depuis la cuisine. C'était une femme qui portait trop d'imprimés léopard et avait une voix de charnière rouillée. La voilà. La propriétaire. La cuisine est devenue silencieuse. Plusieurs cousins ont ricané. Propriétaire, ai-je demandé en prenant un verre d'eau gazeuse. Ta mère nous a dit Brigitte en me piquant la poitrine avec un ongle manucuré.
Faire payer un loyer à tes propres parents après qu'ils aient traversé des moments difficiles. TSS. Très peu chrétien de ta part. J'ai regardé maman. Elle était occupée à arranger des œufs mimosa, évitant mon regard. Je ne leur fais pas payer de loyer, ai-je dit fort. Ils n'ont pas payé un centime. En fait, j'ai payé la facture d'électricité cette semaine parce qu'ils l'ont laissé être coupé. Oh, arrête de mentir, a ajouté oncle Michel, une bière à la main. Gérard nous a parlé des frais que tu exiges. Frais d'internet. Frais de nourriture. Tu leur fais payer le moindre centime. Ils ont bridé leur propre utilisation d'internet, ai-je dit, sentant la chaleur monter à mes joues. Et ils ont mangé toute ma nourriture. Tu vois. Brigitte s'est tournée vers la salle. Égoïste. Cette génération. On t'a acheté des couches, Chloé. On a payé pour ton appareil dentaire. Et maintenant que ton père est à la retraite et veut juste un petit coin au bord du lac, tu en fais une transaction. Ils ont vendu leur maison pour un demi-million d'euros, ai-je crié. La pièce est devenue silencieuse. Où est cet argent? Pourquoi profitent-ils de moi s'ils sont si riches? Papa est entré dans le cercle. Il avait l'air dangereux. Cet argent est dans une fiducie, a-t-il menti avec aisance. Pour l'avenir. Pour la famille. Mais toi, tu te concentres sur le présent, sur tes griefs mesquins. Mesquins. J'ai montré la fenêtre du doigt. Tu as coupé l'arbre de ma Minette. C'était une mauvaise herbe, a rugi papa. Il pourrissait. Tout comme ton attitude. La famille a murmuré son accord. Ingrate, gâtée, difficile. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu des visages que j'avais connus toute ma vie. Des visages qui auraient dû m'aimer, mais tout ce que j'ai vu, c'était du jugement. Ils étaient un esprit de ruche, et j'étais le virus. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de gagner cette dispute. La logique ne fonctionnait pas ici. Les faits ne comptaient pas pour eux. J'étais une propriété qui avait mal fonctionné. J'ai regardé le verre d'eau gazeuse dans ma main. J'ai ouvert les doigts et je l'ai laissé tomber. Smash. Le verre s'est brisé sur le sol. L'eau a éclaboussé les chaussures de tante Brigitte. Tu as raté un endroit, ai-je dit à papa. Puis je me suis retourné et je suis parti. Où vas-tu, a crié maman. Nettoie ça. J'ai fini de nettoyer vos dégâts, ai-je dit sans me retourner. Je suis allé directement à mon bureau. J'ai verrouillé le pen dormant. J'ai verrouillé le loquet du bas. Puis j'ai mis mes écouteurs, j'ai mis le volume au maximum et j'ai sorti le contrat que monsieur Bertrand m'avait envoyé par email 1 heure plus tôt. Prix de l'offre, 850 000 €. Comptant. Date de clôture, lundi. J'ai pris mon stylet numérique. J'ai signé Chloé Martin sur la ligne pointillée. Il faisait la fête dans une maison qui était déjà un cadavre. Il ne le savait juste pas encore. Le lundi matin ressemblait moins au début d'une semaine qu'au compte à rebours d'une bombe. L'air dans la maison était lourd, suffocant. Je connaissais la routine de papa. Il s'était inscrit à un club de golf local dès son arrivée, facturant les frais d'adhésion à une carte de crédit que je soupçonnais d'être au maximum, et son heure de départ était à 9 heures précises. Maman avait un rendez-vous dans un salon de coiffure haut de gamme en ville à 10 heures. J'ai vu l'email de confirmation apparaître sur son iPad qu'elle avait laissé déverrouiller sur le comptoir de la cuisine. Elle s'offrait un forfait de rajeunissement complet. 400 €. Parfait. À 9h15, la berline de papa a quitté l'allée. À 9h45, le Uber de maman est arrivé, puisque papa avait pris la voiture. Ne m'attends pas, a lancé maman en partant. Je pourrais aller faire du shopping après. Amuse-toi bien, ai-je dit en sirotant mon café noir. Dès que le Uber a disparu au tournant des pins, je suis passé à l'action. J'ai envoyé un texto à monsieur Bertrand. La voie est libre. Vous avez 1 heure. 10 minutes plus tard, un SUV argenté est arrivé. Monsieur Bertrand en est sorti, l'air nerveux. C'était un homme bon, un ami de ma Minette, et il se sentait clairement coupable de ce que nous faisions. Derrière lui se trouvaient 2 hommes en costume bleu marine impeccable. Ils n'avaient pas l'air d'acheteurs de maison. Ils avaient l'air de requins en costume. Chloé, a dit monsieur Bertrand en me serrant la main.
Voici les messieurs de la promotion immobilière du bois. Monsieur Lacroix et Monsieur Morin. Ravi de vous rencontrer, ai-je dit. Entrez. Gardez vos chaussures. Je me fiche du parquet. Je les ai conduits à travers la maison. Le salon était un désastre. Des bouteilles de bière vides sur la cheminée. Une pile de magazines de mode de maman sur le sol. Monsieur Lacroix a donné un coup de pied dans un jouet pour chien égaré. Maman avait impulsivement adopté un chiot loulou de Poméranie 3 jours plus tôt sans me demander, pour le dégager de son chemin. Belle structure, a marmonné Monsieur Morin en tapotant le mur. Mais l'agencement est démodé. Nous ne gardons pas la structure, l'a corrigé Monsieur Lacroix, regardant par la fenêtre le lac. La valeur, c'est la façade sur l'eau. On peut y installer 4 chalets de location de luxe si on change le zonage. Monsieur Bertrand a tressailli. Vous allez la démolir? Mais la maçonnerie, la cheminée. On achète le terrain, Bertrand a dit Lacroix. Il s'est tourné vers moi. Nous pouvons conclure lundi. Virement bancaire, mais nous avons besoin de la possession des lieux à 8 heures du matin. Vide. La maison ne sera pas vide, ai-je dit, ma voix plate. Mais le titre de propriété sera à vous. Comme nous en avons discuté, il y a des occupants non autorisés. Lacroix a souri. Des squatteurs. De la famille, ai-je corrigé. Mes parents. Ils refusent de partir. Ils croient que l'endroit leur appartient. Lacroix a hoché lentement la tête. Nous avons l'habitude des récalcitrants. Notre équipe juridique est très agressive. Une fois l'acte transféré, ils seront en situation d'occupation illégale sur une propriété d'entreprise. Nous faisons généralement venir le shérif pour la première visite. Ça me va, ai-je dit. Monsieur Bertrand m'a regardé avec des yeux tristes. Chloé, êtes-vous sûre? Une fois que vous aurez signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Maminette Rose a construit cet endroit. J'ai regardé le fauteuil à bascule où Maminette s'asseyait avant que maman ne le déplace au garage parce qu'il était sinistre. J'ai regardé la tache sur le tapis où papa avait renversé du vin rouge et m'en avait accusé. J'ai regardé la souche du chêne dans le jardin. Maminette Rose m'a laissé une maison, ai-je dit doucement. Mais ce n'est plus une maison. C'est une cage et je dois acheter ma sortie. J'ai pris le presse-papier de Lacroix. Le contrat était simple. Vente en l'état, 850 000 €. Date de clôture, lundi prochain. J'ai signé. L'encre semblait noire et permanente. C'est fait, a dit Lacroix en regardant sa montre. Nous aurons les fonds sous séquestre d'ici vendredi, libérés pour vous lundi matin à l'enregistrement de l'acte. Lundi à 8 heures, ai-je répété. Amenez le shérif. Ils sont partis aussi vite qu'ils étaient venus. J'ai passé l'heure suivante à nettoyer frénétiquement leurs empreintes de pas et à aérer la maison pour enlever l'odeur de leur eau de Cologne chère. Quand maman est rentrée à 14 heures en se plaignant de ses cuticules, la maison était exactement comme elle l'avait laissée. Elle n'avait aucune idée qu'elle se tenait sur un terrain d'emprunt. Mercredi soir, la tension a éclaté d'une manière différente. Papa est rentré ivre. Pas ivre au point d'être maladroit, mais ce genre d'ivresse méchante et arrogante où il se sentait le roi du monde et tout le monde était un paysan. Il a claqué un rouleau de papier sur la table de la cuisine pendant que je me préparais un sandwich. Des plans, a-t-il annoncé. J'ai baissé les yeux. C'était un dessin sur une serviette en papier taché de graisse, mais il y avait agrafé un imprimé d'une entreprise de piscine. Un jacuzzi, a-t-il dit, pointant un doigt boudiné sur le papier. Juste sur la terrasse. Et on étend la terrasse de 3 mètres. On l'enroule sur le côté. Papa, cette terrasse est structurelle, ai-je dit avec lassitude. Tu ne peux pas juste y agrafer des extensions. J'ai parlé à un entrepreneur aujourd'hui. Il peut commencer la semaine prochaine. Il a besoin d'un acompte. Il m'a regardé avec attente. D'accord, ai-je dit. Tu as l'argent? Ne joue pas à l'idiote, Chloé, a-t-il claqué. Je connais la fiducie que Rose a laissée, les liquidités. Mon sang s'est glacé. Cette fiducie était mon filet de sécurité. Ce n'était pas énorme, peut-être 50 000 € restants après les prêts étudiants, mais c'était tout ce que j'avais. Cet argent est pour les urgences, ai-je dit. C'est une urgence, a crié papa en frappant la table de la main. Mon dos me tue. J'ai besoin d'hydrothérapie.
Et ta mère veut une véranda. Nous améliorons ton bien. Je ne te donnerai pas 20 000 € pour un jacuzzi. Espèce de petit égoïste. Il a fait un pas vers moi. Je suis le patriarche de cette famille. Tu comprends? J'ai pris les décisions pendant 30 ans. J'ai mis de la nourriture sur ta table. Maintenant, c'est à ton tour de payer ta dette. J'ai payé ma dette quand vous avez emménagé ici. Gratuitement, ai-je dit en reculant jusqu'au comptoir. Gratuitement? Il a ri. Tu nous dois tout. Les réparations de la voiture en 2015, les frais de scolarité. J'ai payé mes propres frais de scolarité. Nous nous sommes portés garant, a-t-il hurlé. C'est un risque de crédit. Ça a une valeur. Maintenant tu vas aller à la banque et tu vas faire un chèque de banque à Construction Lefebvre pour 25 000 €, ou que Dieu me vienne en aide, je dépouillerai cette maison de chaque morceau de fil de cuivre avant de te laisser nous mettre dehors. Il menaçait de vider la maison, ma maison. J'ai regardé son visage rouge et couperosé. J'ai réalisé qu'il le ferait. Il brûlerait tout juste pour avoir raison. Je devais gagner du temps. Je devais arriver à lundi. D'accord, ai-je dit en baissant les yeux. D'accord, papa, tu as gagné. Il a cligné des yeux, surpris par cette soudaine reddition. Bien. Il était temps. Mais je ne peux pas le faire en ligne, ai-je menti. C'est un compte de fiducie. Je dois aller à la banque en personne pour autoriser un retrait de plus de 10 000 €. Et la banque est fermée demain pour maintenance des serveurs. Je peux y aller lundi matin. Lundi? Il a froncé les sourcils. Pourquoi pas vendredi? J'ai des réunions toute la journée vendredi. Lundi matin, c'est le plus tôt. J'irai à la première heure, à 9 h. Il a grogné, traitant l'information. D'accord. Lundi matin. Mais ne pense pas que tu peux t'en tirer. J'ai déjà dit à Lefebvre qu'il avait le chantier. Je ne me défilerai pas, ai-je dit. Lundi sera un grand jour pour nous tous. Bonne fille. Il a tendu la main et m'a serré l'épaule, fort. Ce n'était pas affectueux. C'était une revendication de propriété. Maintenant, va me chercher une bière. Je suis allé au frigo. Je lui ai pris une bière. Je la lui ai tendue. Lundi, ai-je pensé. Attends juste lundi. Les nuits étaient les plus difficiles. La maison, habituellement si calme, était maintenant remplie des bruits de leur présence, même quand ils dormaient. Papa ronflait comme une tronçonneuse. Maman avait un appareil pour l'apnée du sommeil qui sifflait rythmiquement. Jeudi et vendredi se sont écoulés dans un flou de fausse conformité. J'ai hoché la tête quand maman a parlé de repeindre la cuisine. J'ai acquiescé quand papa m'a montré des catalogues de barbecue coûteux. J'ai parfaitement joué le rôle de la fille vaincue. Mais vendredi soir, le vrai travail a commencé. J'ai attendu jusqu'à 2 h du matin. Les ronflements étaient à leur apogée. Je me suis habillé en leggings noirs et sweat à capuche, me sentant comme un cambrioleur dans ma propre maison. J'avais garé ma voiture plus bas sur la route, chez le vieux monsieur Martin, un voisin avec qui je m'étais lié d'amitié il y a des années, un vétéran du Vietnam grincheux qui détestait mon père à vue. Je lui avais dit que je déplaçais des affaires vers un garde-meuble et que j'avais besoin de l'espace de l'allée. Il n'a pas posé de questions. J'ai commencé par mon bureau. Je ne pouvais pas prendre le bureau. Il était trop lourd. Mais j'ai pris les serveurs. Je les ai enveloppés dans des couvertures et les ai transportés par la porte arrière, à travers les bois, jusqu'à la voiture. Ensuite, les objets sentimentaux. C'était la partie douloureuse. Je me suis glissé dans le salon. Le clair de lune filtrait par les fenêtres, illuminant le désordre qu'ils avaient créé. J'ai enjambé une pile de magazines de golf de papa. Je suis allé à la bibliothèque intégrée. J'ai pris les premières éditions de Maminette. J'ai pris les albums photos que maman avait relégués à l'étagère du bas pour faire de la place à ses poupées de porcelaine. J'ai pris la petite urne contenant les cendres du chien de mon enfance. Je me déplaçais en silence, un fantôme dans la machine. Chaque craquement du plancher faisait battre mon cœur contre mes côtes. À un moment, maman s'est agitée dans son sommeil à l'étage et a toussé. Je me suis figé, serrant une boîte de vinyle contre ma poitrine, accroupi derrière le canapé. S'il me surprenait maintenant, s'il me voyait sortir des choses,
le jeu serait terminé. Papa m'arrêterait physiquement. Il pourrait même devenir violent. Les minutes ont passé. Les ronflements ont repris. J'ai expiré. J'ai fait 4 allers-retours à la voiture. Mes jambes brûlaient, mais mon adrénaline était à son comble. Je ne pouvais pas prendre les meubles. Je ne pouvais pas prendre les tableaux au mur. Je ne pouvais pas prendre les tapis. Je devais en laisser assez pour que ça ait l'air habité. J'ai regardé mon fauteuil préféré, celui dans lequel je m'asseyais pour lire chaque matin. J'ai touché le tissu de velours. Adieu, ai-je pensé. À 4 heures du matin, ma voiture était pleine à craquer. J'ai couvert les cartons sur la banquette arrière avec une couverture sombre pour qu'ils ne soient pas visibles à travers les fenêtres. Je suis retourné à la maison une dernière fois. Je me suis tenu au centre de la cuisine. Ça sentait la bière éventée et l'indifférence. Je suis allé au frigo et j'ai pris ma dernière bouteille de bon kombucha. Je l'ai bu, debout là, dans le noir. Je n'emballais pas seulement des cartons. J'emballais ma culpabilité. Pendant des années, j'avais porté le poids de leur bonheur, de leurs dettes, de leurs attentes. J'avais essayé de les réparer. J'avais essayé d'être la fille qu'ils voulaient. J'ai écrasé la bouteille vide et l'ai jetée dans le bac de recyclage. Je suis retourné dans ma chambre d'amis, j'ai verrouillé la porte et je me suis allongé sur le lit, tout habillé. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond passer du noir au gris, puis au rose pâle de l'aube. Samedi et dimanche n'ont été qu'une attente. Dimanche matin, le dernier dimanche, était étrangement normal. Papa était de très bonne humeur. Il mangeait des crêpes, qu'il avait salement cuisinées et n'avait pas nettoyées, et parlait du jacuzzi. Quand ce jacuzzi sera installé, a-t-il dit en agitant sa fourchette, on organisera une fête pour le 14 juillet. On invitera tout le quartier. Leur montrer qui sont les Dubois. Ça a l'air grand, ai-je dit en lavant ma propre assiette. Il faut voir grand, Chloé, a ajouté maman en faisant défiler son téléphone. C'est ça ton problème. Tu penses petit. Tu es heureuse avec de petites choses. Nous, on a une vision. Une vision, ai-je répété, c'est ça. J'ai passé la journée dans mon bureau à travailler. En réalité, j'ai effacé mes disques durs. J'ai formaté l'ordinateur de bureau que je laissais derrière moi. J'ai déchiqueté chaque document physique à mon nom, relevé bancaire, ancienne déclaration d'impôt, dossiers médicaux. Je n'ai laissé que la poussière. À 17 heures, je suis sorti. J'avais mon sac à dos sur l'épaule. Il contenait mon ordinateur portable, mes disques durs et mon passeport. Où vas-tu ? A demandé maman. Elle regardait une émission de télé-réalité sur des femmes au foyer qui se disputaient. Je dois aller en ville, ai-je dit. Pour cette réunion client de demain. Celle concernant le retrait de la fiducie. Tu te souviens ? Je dois me préparer. Oh, a dit papa sans quitter la télé des yeux. C'est vrai. L'argent. Bien. N'oublie pas que le chèque doit être à l'ordre de construction Lefebvre. Je n'oublierai pas, ai-je dit. Quand reviendras-tu ? A demandé maman. Dans quelques jours, ai-je menti. Ce projet est intense. Je pourrais rester à l'hôtel. D'accord, a-t-elle dit en agitant la main. Assure-toi juste de laisser de l'argent pour la pizza. On n'a plus de liquide. Je me suis approché du comptoir. J'y ai placé une épaisse enveloppe blanche. Elle avait l'air de contenir de l'argent. Tenez, ai-je dit. Tout ce dont vous avez besoin est là-dedans. Merci, ma grande, a grogné papa. Conduis prudemment. Ne raie pas la voiture. Je suis resté là une seconde de plus. Je voulais crier. Je voulais les secouer. Je voulais dire, est-ce que vous m'aimez seulement ? Est-ce que vous me voyez seulement ? Mais j'ai regardé l'arrière de leur tête. La calvitie de papa. Les racines colorées de maman. Ils étaient fixés sur l'écran, à l'aise dans leur conquête. Ils s'en fichaient. Ils ne s'en ficheraient jamais. Je me suis retourné. Je suis sorti par la porte arrière. L'air extérieur était vif. Le soleil se couchait sur le lac, peignant l'eau de teinte violette et dorée. C'était d'une beauté à couper le souffle. J'ai descendu l'allée, dépassant les hortensias écrasées qui commençaient à brunir. J'ai dépassé la souche du chêne.
J'ai atteint ma voiture chez le vieux monsieur Martin. Il était assis sur son Porsche, taillant un bâton. Tu t'en vas, ma petite, a-t-il demandé. Oui, monsieur Martin, ai-je dit en déverrouillant ma voiture. Je pars. Tu reviens. J'ai regardé le toit de mon chalet en A, visible à travers les arbres. Non, ai-je dit. Je ne crois pas. Il a hoché la tête, crachant sur l'herbe. Bien. Tes parents, ils ne sont pas corrects. Fuis loin. C'est mon intention. Je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en partant. J'ai conduit 15 kilomètres jusqu'à un motel à la périphérie de la ville. J'ai pris une chambre, payée en espèces, et je me suis assise sur le lit. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité une dernière fois. Papa ouvrait l'enveloppe. J'ai vu son visage changer. Il a sorti les papiers. Pas d'argent, pas de chèque. C'était une copie de l'acte de transfert de propriété et une copie du calendrier d'expulsion fourni par la promotion immobilière du bois. J'ai vu sa bouche s'ouvrir dans un cri que je ne pouvais pas entendre car j'avais désactivé l'audio. Il a jeté les papiers par terre. Il a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. Maman a ramassé les papiers, les a lus et s'est effondrée sur une chaise. J'ai fermé l'application. Je l'ai supprimée de mon téléphone. Il était 20 heures. 12 heures, ai-je murmuré à la chambre de motel vide. 12 heures avant les bulldozers. Je me suis réveillé à 6 heures le lundi dans la chambre de motel. Les draps étaient rêches et le climatiseur cliquetait comme un moteur mourant. Mais j'avais mieux dormi que depuis 3 semaines. J'ai pris une douche, je me suis habillé avec ma veste la plus chic et un jean, une armure pour la bataille finale, et j'ai conduit jusqu'à un café à environ 1 kilomètre de la maison du lac. J'ai garé ma voiture à un endroit où j'avais une vue dégagée sur la route principale menant à la propriété. J'ai commandé un grand café noir. Je me suis assise dans la voiture. J'ai attendu. À 7h45, le défilé a commencé. C'était presque poétique. D'abord, la berline noire de Monsieur Lacroix, le promoteur. Puis, 2 pick-up robustes avec le logo de la promotion immobilière du bois sur les portières. Et enfin, la pièce de résistance, un énorme camion plateau transportant une excavatrice jaune, suivi d'une voiture de gendarmerie. Ils étaient en avance. Bien. Mon téléphone était posé sur le tableau de bord. Je le fixais. C'était silencieux. Le silence avant le cri. À 8h03, mon téléphone s'est allumé. Il a vibré si fort contre le tableau de bord en plastique qu'il a produit un bourdonnement comme un frelon en colère. Identification de l'appelant, papa. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai pris une gorgée de café. Puis j'ai décroché. Allô. Le cri était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une panique pure et sans mélange. Chloé. C'est qui ces gens? Il y a des gendarmes dans l'allée. Bonjour, papa, ai-je dit, ma voix calme, stable et froide. Ce sont les nouveaux propriétaires. Nouveaux propriétaires? De quoi diable parles-tu? Dis-leur de partir. Dis-leur que c'est une propriété privée. C'est une propriété privée, ai-je acquiescé, juste plus la mienne. Et certainement pas la vôtre. Tu l'as vendue? Sa voix s'est brisée, passant d'un cri à un murmure étranglé. Tu l'as vraiment vendue? J'ai signé les documents de clôture la semaine dernière. Depuis 8 heures ce matin, le titre de propriété appartient à la promotion immobilière du bois. Vous êtes actuellement en situation d'occupation illégale. Petite. Le venin est revenu instantanément. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des droits. Nous habitons ici. Vous étiez des invités qui ont abusé de l'hospitalité. Et comme la vente était dans l'état et à possession immédiate, vous devez évacuer maintenant. Je ne vais nulle part, a-t-il rugi. J'appelle les gendarmes. Les gendarmes sont déjà là, papa. C'est la voiture de la gendarmerie que tu vois. Monsieur Lacroix ne plaisante pas avec les squatteurs. J'ai entendu maman crier en arrière-plan. Mes fourrures. Mes bijoux. Gérard, fais quelque chose. Chloé, arrête ça, appelez des papas,
changeant de tactique pour le désespoir. Arrête ça tout de suite. On peut parler. On peut réparer l'arbre. Je te rembourserai la facture d'électricité. Dis-leur juste que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, ai-je dit. C'est une solution. Une solution? Tu mets tes parents à la rue. Vous vous êtes mis à la rue vous-même quand vous avez vendu votre propre maison et essayé de voler la mienne, ai-je dit. Vous avez l'argent de la vente de la maison de maître, n'est-ce pas? Utilisez-le. Allez à l'hôtel. J'ai entendu dire que l'hôtel Ibis sur l'autoroute a des chambres de libre. Je vais te poursuivre en justice, a-t-il crié. Je te prendrai tout ce que tu as. Tu peux essayer, ai-je dit. Mais je garderai cet argent pour un avocat si j'étais toi. Tu en auras besoin quand le promoteur te facturera tout retard dans la démolition. Démolition? Le mot est resté en suspens. Oh, je n'ai pas mentionné, ai-je dit, en regardant un deuxième camion avec une excavatrice passer devant moi en direction de la maison. Ils ne gardent pas la maison, papa. Ils la démolissent aujourd'hui. Silence. Silence absolu à l'autre bout du fil. Tu détruis la maison de Maminette, a-t-il murmuré. Non, papa, ai-je dit, les larmes me montant aux yeux pour la première fois. Je détruis votre moyen de pression. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de maman. J'ai mis la voiture en marche. Je n'allais pas aller à la maison. Je ne voulais pas voir la scène. Mais je devais passer devant le bout du chemin. Je devais voir que c'était réel. J'ai conduit lentement devant l'entrée de la longue allée. Je n'ai pas tourné, mais je pouvais voir à travers les arbres clairsemés. C'était une scène chaotique. Le gendarme se tenait sur le porche, la main sur sa ceinture, parlant à papa. Papa portait son peignoir, ses bras s'agitant follement, son visage un masque de fureur rouge. Maman était assise sur l'une des chaises de jardin, celle que j'avais achetée, sanglotant dans ses mains. Les déménageurs de la société de développement ne les aidaient pas à emballer. Ils sortaient simplement des choses et les posaient sur la pelouse. Une lampe, une valise, une boîte de céréales. Le détail le plus frappant, cependant, était l'homme au gilet orange. Il faisait le tour de la maison avec une bombe de peinture. PSS acheté, PSS acheté. Il a pulvérisé un orange fluo vif sur le beau bardage en cèdre, puis un autre sur la fenêtre avant. C'était la marque de la mort pour un bâtiment. J'ai ressenti une pointe de chagrin pour le bois et le verre, pour les souvenirs de Maminette lisant près du feu. Mais ensuite j'ai regardé papa. Il pointait le doigt sur le gendarme, jouant probablement le coup du « Savez-vous qui je suis ?» Le gendarme a juste secoué la tête et a montré sa voiture. Ils étaient petits. De cette distance, dépouillés de leur pouvoir sur moi, ils semblaient incroyablement petits. Juste deux personnes en colère et arrogantes, debout sur une pelouse qui ne leur appartenait plus, entourées par les débris de leurs propres mauvaises décisions. J'ai continué à conduire. Je ne me suis pas arrêté avant d'être à 80 km de là, sur une aire de repos de l'autoroute. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et j'ai appuyé ma tête contre le siège. Mon téléphone a de nouveau vibré. Pas un appel cette fois. Un texto de tante Brigitte. Comment as-tu pu? Ta mère est hystérique. Ils sont à la rue. Tu es un monstre. J'ai répondu, ils ont un demi-million d'euros de la vente de leur maison. Ils vont bien. Arrête de les cautionner. Puis j'ai bloqué tante Brigitte. J'ai vérifié mon compte en banque. Le virement de la société de titres n'était pas encore arrivé. Cela prendrait quelques heures, mais l'email de confirmation était là. Transaction initiée. J'étais libre. J'ai conduit jusqu'à la ville. J'ai pris une chambre dans un bel hôtel, un très bel hôtel, avec service en chambre et vue sur la ville, loin de tout lac ou Pinède. Ce soir-là, j'ai commandé un steak et un verre de vin rouge. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer. J'ai pensé à la ligne de craie que j'avais tracée dans ma tête des semaines auparavant. Je l'avais franchie. J'avais brûlé le pont, le bateau et le quai. Mon téléphone a vibré une dernière fois. C'était un message vocal d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis je l'ai écouté en haut-parleur. C'était papa. Il semblait ivre. Tu crois que tu as gagné, a-t-il baragouiné. Tu te crois maligne?
Tu n'es rien sans nous. Nous t'avons faite. Tu reviendras en rampant quand tu n'auras plus d'argent. Tu le fais toujours. J'ai ri. Un rire authentique et sonore qui a surpris le serveur qui apportait mon dessert. Je ne reviendrai jamais, ai-je dit au téléphone. J'ai supprimé le message vocal. Je ne l'ai pas gardé comme preuve. Je n'avais plus besoin de preuves. Le verdict avait été rendu. 3 mois se sont écoulés depuis le jour où les bulldozers sont arrivés. La maison du lac n'est plus. Monsieur Bertrand m'a envoyé une photo il y a quelques semaines. Ce n'est plus que de la terre maintenant, nivelée, avec des drapeaux de chantier marquant l'emplacement des futurs chalets de luxe. Voir l'espace vide où se trouvait la maison était étrange. C'était comme regarder une cicatrice qui avait enfin guéri, laide peut-être, mais qui ne saignait plus. J'ai utilisé l'argent de la vente pour acheter un petit appartement moderne en ville. Il a des sols en béton, de hauts plafonds et 0 chambre d'amis. C'était une exigence non négociable pour moi. Pas de chambre d'amis signifie pas d'invité. J'ai bloqué mes parents sur tout, mais les informations continuent de filtrer par le téléphone arabe familial. Apparemment, papa a essayé de me poursuivre en justice. Il a trouvé un avocat prêt à prendre son argent et à déposer une plainte pour maltraitance sur personne âgée et rupture de contrat verbal. Mon avocat, un requin nommé Maître Dubois, que j'ai engagé avec le produit de la vente, l'a écrasé en 2 semaines. Il a présenté les emails, les SMS et l'acte prouvant que j'étais la seule propriétaire. Il a également souligné qu'ils avaient vendu volontairement leur propre résidence principale. Le juge a rejeté l'affaire et a ordonné à papa de payer mes frais de justice. Aux dernières nouvelles, ils vivent dans un appartement en location en Floride. Ils ont dilapidé une grande partie de leurs économies dans le déménagement, le procès et le maintien de leur style de vie. Maman publie des citations vagues et passives-agressives sur Facebook à propos d'enfants ingrats et de serpents dans l'herbe. Je ne consulte pas sa page. Je m'en fiche. Il raconte encore aux gens que j'ai volé leur maison de retraite. Ils jouent les victimes auprès de quiconque veut bien les écouter, mais leur cercle se rétrécit. Les gens se lassent du drame à la longue. Quant à moi, je suis en thérapie. Ma thérapeute dit que j'ai beaucoup de déprogrammation à faire. Nous parlons du concept de propriété, non pas des maisons, mais de soi. Pendant 29 ans, j'ai cru que je leur devais ma vie parce qu'ils me l'avaient donnée. J'ai cru que l'amour était une dette que je devais payer par l'obéissance. J'ai cru que fixer une limite était un acte de violence. Je sais mieux maintenant. Hier, j'ai acheté une plante, un petit hortensia pour mon balcon. Je l'ai mis dans un pot en céramique bleue. Je l'ai arrosé. Il est là, au soleil, vivant et en fleurs. Personne ne va l'écraser avec un camion. Personne ne va me dire que c'est une mauvaise herbe. Je me suis assise sur mon balcon ce matin, buvant du café dans la tasse que j'ai sauvée de la maison. Le bruit de la ville est fort. Sirène, circulation, construction, mais pour moi, ça sonne comme de la musique. Ça sonne comme la propriété. J'ai réalisé quelque chose d'important. On ne peut pas réparer les gens qui ne veulent pas être brisés. Mes parents ne voulaient pas une fille. Ils voulaient un plan de retraite. Ils ne voulaient pas une maison. Ils voulaient un royaume où ils pourraient régner. En vendant la maison, je ne leur ai pas seulement enlevé leur toit. Je leur ai enlevé leur scène. Et sans public, le spectacle a finalement pris fin. Parfois, tard dans la nuit, je me demande si j'ai été trop dur. Je me demande si j'aurais dû les laisser rester et souffrir pendant encore 10 ou 20 ans. Puis je me souviens du bruit de la tronçonneuse coupant le chêne de ma minette. Je me souviens de papa disant « Nous te possédons ». Et je dors comme un bébé.